Dans la salle d'audience du palais de justice de Paris, l'air était lourd, saturé d'une tension palpable qui semblait peser sur chaque respiration. Les lustres imposants, suspendus au plafond orné de moulures dorées, diffusaient une lumière froide, presque accusatrice, sur les rangées de bancs en bois verni, où s'entassaient spectateurs, journalistes et curieux. Au centre de cette arène judiciaire, une femme noire, Camille Dubois, se tenait droite, immobile, son regard perçant scrutant la salle avec une précision militaire. Accusée d'avoir résisté à une arrestation et agressé un officier de police, elle aurait pu être une défendresse ordinaire aux yeux d'un observateur distrait. Mais il y avait quelque chose dans sa posture, dans la manière dont ses mains reposaient calmement sur la table, dans l'éclat de ses yeux sombres, qui trahissait une force contenue, une intensité qui contrastait avec les charges graves portées contre elle. À ses côtés, son jeune avocat, Antoine Lefebvre, feuilletait nerveusement un dossier, ses doigts tremblants trahissant son inexpérience. En face, l'officier Philippe Moreau, vêtu de son uniforme impeccablement repassé, affichait un sourire narquois, sûr de sa victoire. Ce qu'il ignorait, c'était que la femme qui l'avait accusé allait bientôt retourner l'accusation contre lui, révélant une vérité qui ferait trembler les murs de ce tribunal. Camille, ancienne commandante des forces spéciales de la Marine nationale française, n'était pas une femme ordinaire. Et ce jour-là, sous les lumières crues du tribunal, la vérité allait commencer à se frayer un chemin, malgré les mensonges savamment tissés par un homme qui croyait pouvoir la briser. La salle était presque silencieuse lorsque le président du tribunal, le juge Étienne Laroche, entra, sa robe noire flottant comme une ombre solennelle. C'était un homme d'âge mûr, au visage marqué par des années de jugement rendus dans des affaires parfois sordides, parfois banales. Ses lunettes cerclées d'acier glissaient légèrement sur son nez, et il les ajusta d'un geste sec avant de s'asseoir. « L'audience est ouverte », déclara le greffier d'une voix forte, brisant le murmure des spectateurs. Tous les regards convergèrent vers Camille, qui se leva lentement, ses mouvements fluides et mesurés, comme si chaque geste était calculé avec la précision d'un tireur d'élite. Elle portait un tailleur bleu marine, sobre mais élégant, choisi avec soin pour refléter une humilité respectueuse, conforme à la dignité des tribunaux français. Pourtant, sous cette apparence modeste, on devinait une force intérieure, une résilience forgée dans des épreuves que peu pouvaient imaginer. Le procureur, un homme d'une quarantaine d'années nommé Victor Blanchard, se leva à son tour, son costume gris anthracite taillé sur mesure accentuant son assurance. « Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, commença-t-il, nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner une affaire grave, l'État contre Camille Dubois, accusé de résistance à l'autorité publique et d'agression sur un officier de police. » Les mots du procureur résonnèrent dans la salle, et un frisson d'anticipation parcourut l'assemblée. Philippe Moreau, assis à la table de l'accusation, croisa les bras, son sourire s'élargissant légèrement. Il était l'image même de l'autorité incontestée, un officier de police décoré, respecté par ses pairs, du moins en apparence. Ses cheveux blonds soigneusement peignés et son uniforme impeccable donnaient une impression de professionnalisme, mais il y avait dans son regard une lueur d'arrogance, comme s'il savait que le système était de son côté. Camille, quant à elle, restait impassible, ses yeux fixés sur le juge, ignorant les murmures des spectateurs. Parmi eux, une femme se distinguait, Sophie Martin, une journaliste d'investigation du Le Figaro, connue pour ses articles incisifs sur les abus de pouvoir. Assise au troisième rang, un carnet à la main, elle observait la scène avec une attention particulière, ses lèvres pincées trahissant son scepticisme face au récit de Moreau. Elle avait entendu parler de cette affaire par des sources anonymes, des rumeurs de brutalité policière dans le quartier où Camille avait été arrêtée. Sophie n'était pas là par hasard, elle flairait une histoire bien plus profonde que ce que le tribunal laissait entrevoir. Le juge Laroche fit un signe de tête à l'accusation. « Monsieur Blanchard, vous pouvez appeler votre premier témoin. » Le procureur se tourna vers Moreau. L'accusation appelle l'officier Philippe Moreau à la barre. Moreau se leva, ajustant son uniforme avec une théâtralité calculée, et marcha vers la barre des témoins, lançant un regard furtif à Camille.
Ce regard, bien que bref, était chargé de mépris, comme s'il voyait en elle une proie facile. Il prêta serment, sa voix claire et assurée, puis s'assit, prêt à livrer sa version des faits. Officier Moreau, commença Blanchard, pourriez-vous relater les événements qui ont conduit à l'arrestation de l'accusé? Moreau hocha la tête, son ton ferme mais teinté d'une émotion feinte. C'était une soirée comme les autres dans le 18e arrondissement. J'ai reçu un appel signalant une perturbation près de la rue Marcadet. En arrivant sur place, j'ai aperçu la défendresse Camille Dubois, rôdant près d'une boutique fermée. Son comportement m'a paru suspect. Un murmure parcourut la salle. Le mot « rôder » avait une connotation lourde, surtout lorsqu'il était associé à une femme noire dans un quartier populaire de Paris. Sophie griffonna rapidement dans son carnet, ses yeux plissés. Moreau poursuivit, sa voix prenant une note dramatique. Quand je lui ai demandé ce qu'elle faisait là, elle s'est montrée immédiatement hostile. Elle a refusé de me donner son identité, a haussé le ton, et lorsque j'ai tenté de calmer la situation, elle m'a poussé violemment, essayant même de saisir mon arme de service. Des exclamations étouffées s'élevèrent dans la salle, et le juge frappa son marteau pour ramener l'ordre. Camille, immobile, observait Moreau avec une intensité froide, notant chaque détail de son langage corporel, la manière dont ses doigts serraient nerveusement le bord de la barre, la légère hésitation dans sa voix lorsqu'il prononça le mot « arme ». Ces détails, invisibles pour la plupart, étaient pour elle des indices clairs, appris au fil de missions où lire un adversaire pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Antoine Lefebvre, l'avocat de Camille, se leva, ses mains tremblant légèrement alors qu'il ajustait ses lunettes. C'était sa première grande affaire, et la pression était immense. Âgé d'à peine 30 ans, avec un costume légèrement froissé et une cravate mal nouée, il contrastait avec l'élégance arrogante du procureur. « Monsieur le Président, dit-il, sa voix vacillante mais déterminée, nous sommes prêts à répondre. » Le juge hocha la tête. « Très bien, maître Lefebvre, vous pouvez interroger le témoin. » Antoine s'approcha de la barre, son dossier sous le bras, et tenta de masquer son anxiété. « Officier Moreau, dit-il, vous affirmez que ma cliente a tenté de saisir votre arme. Avez-vous des preuves matérielles pour étayer cette accusation? Une empreinte sur votre étui, par exemple? » Moreau plissa les yeux, son sourire se crispant légèrement. « Non, répondit-il, mais j'ai vu ce que j'ai vu. Elle a fait un mouvement brusque vers mon côté. » Antoine insista. « Et votre caméra corporelle, n'aurait-elle pas capturé cet incident? » Moreau hésita, son regard fuyant un instant. « Malheureusement, elle a dysfonctionné ce soir-là. » Un rire étouffé s'échappa du fond de la salle, et Sophie Martin nota rapidement. « Caméra défaillante. Trop pratique. » Le juge frappa à nouveau son marteau, son visage impassible mais ses yeux trahissant une pointe de curiosité. « Continuez, maître Lefebvre. » Antoine, encouragé par le silence attentif de la salle, poursuivit. « Officier Moreau, vous décrivez ma cliente comme agressive, mais n'est-il pas possible que vous ayez mal interprété ses intentions? Qu'elle ait simplement demandé des explications sur votre intervention? » Moreau croisa les bras, son ton devenant plus sec. « Elle a défié mon autorité. Une personne coopérative ne pose pas de questions inutiles. » Cette réponse déclencha un nouveau murmure dans la salle, et Sophie griffonna furieusement, sentant que l'officier venait de révéler une partie de son arrogance. Camille, quant à elle, restait immobile, son regard fixé sur le juge, comme si elle attendait patiemment le moment de frapper. Le procureur Blanchard se leva pour clore son interrogatoire, mais Antoine demanda une pause pour consulter sa cliente. Le juge acquiesça, et la salle se vida partiellement pour une courte suspension d'audience. Camille et Antoine se retrouvèrent dans un coin discret du couloir, où l'avocat, visiblement nerveux, murmura « Camille, il faut me dire ce que vous cachez. Vous n'êtes pas une simple citoyenne, n'est-ce pas? » Camille le fixa, son expression indéchiffrable. « Pas ici, Antoine. Ce soir, chez moi. Vous comprendrez tout. » Avant qu'il ne puisse insister, une silhouette s'approcha. Sophie Martin, la journaliste, tenant son carnet comme un bouclier. « Madame Dubois, dit-elle à voix basse, je ne crois pas un mot de ce que Moreau raconte. J'ai entendu des rumeurs sur lui, des plaintes étouffées par le commissariat. Si vous avez quelque chose à me dire, je peux vous aider. »
Camille l'observa un instant, puis répondit doucement. « Soyez patiente, Madame Martin. La vérité viendra, mais il faut la laisser mûrir. » De retour dans la salle, le juge rappela l'ordre, et ce fut au tour de Camille de monter à la barre. La salle entière retint son souffle alors qu'elle s'asseyait, ajustant le micro avec une précision presque militaire. Le procureur Blanchard s'approcha, un sourire narquois aux lèvres. « Madame Dubois, commença-t-il, vous prétendez que l'officier Moreau a agi sans raison. Pourtant, il affirme que vous avez été agressive. Qui devons-nous croire ?» Camille pencha légèrement la tête, son regard ne vacillant pas. « La vérité, monsieur le procureur, a une manière de se révéler. Votre témoin a raconté une histoire, mais la mienne est différente, et je crois que les faits parleront d'eux-mêmes. » Le procureur haussa un sourcil, déstabilisé par sa confiance. « Des faits? Avez-vous des preuves pour contredire un officier décoré ?» Camille esquissa un sourire imperceptible. « Pas encore, mais je vous assure que vous les verrez bientôt. » Elle commença alors à relater sa version des faits, sa voix claire et posée captivant l'audience. « Ce soir-là, je rentrais chez moi après avoir rendu visite à une amie dans le 18e arrondissement. Je me suis arrêté sur le trottoir pour vérifier mon téléphone, cherchant un itinéraire. L'officier Moreau m'a abordé, braquant sa lampe torche sur mon visage, et m'a demandé ce que je faisais là. J'ai répondu calmement, mais lorsqu'il a exigé mes papiers, j'ai demandé pourquoi. Je n'avais rien fait de mal. » Le procureur l'interrompit, sa voix teintée de sarcasme. « Vous avez donc défié son autorité ?» Camille secoua légèrement la tête. « J'ai questionné son motif, pas son autorité. Il n'a pas aimé cela. Il a haussé le ton, m'a accusé d'être non coopérative, puis m'a saisi le bras. » Des murmures s'élevèrent dans la salle, et le juge frappa son marteau. Camille poursuivit, imperturbable. « Quand j'ai demandé qu'il me lâche, il m'a poussé contre sa voiture de patrouille et m'a menotté, prétendant que j'avais tenté de prendre son arme. C'était un mensonge. » Le procureur tenta de reprendre la main. « Madame Dubois, vous semblez très sûre de vous. Pourtant, vous n'avez aucune preuve pour étayer vos dires, n'est-ce pas ?» Camille le fixa, son regard aussi tranchant qu'une lame. « Pas encore, mais je vous promets que la vérité ne reste jamais cachée longtemps. » Le juge Laroche, intrigué, se pencha légèrement en avant. « Madame Dubois, dit-il, insinuez-vous que la cour n'a pas encore tout vu ?» Camille hocha la tête. « Exactement, monsieur le président. Demain, vous comprendrez. » Antoine, depuis la table de la défense, échangea un regard avec Sophie, qui nota rapidement dans son carnet. Elle sait quelque chose. Moreau est nerveux. Le juge suspendit l'audience pour la journée, et la salle se vida dans un brouhaha de conversations animées. Camille quitta le tribunal, son pas assuré contrastant avec la nervosité d'Antoine, qui la suivait de près. Dehors, sous les arcades du palais de justice, Sophie Martin s'approcha à nouveau. « Madame Dubois, je vais fouiller dans le passé de Moreau. Si vous avez quoi que ce soit à me donner, je peux faire éclater cette affaire. » Camille lui adressa un sourire énigmatique. « Continuez à creuser, Sophie. Vous trouverez ce que vous cherchez. » Alors que le soleil se couchait sur Paris, peignant le ciel d'une lueur orangée, Camille monta dans un taxi, son esprit déjà tourné vers la prochaine bataille. Elle savait que le combat ne faisait que commencer, mais elle était prête. Elle l'avait toujours été. Dans un café voisin, Sophie Martin s'installa à une table isolée, son ordinateur portable ouvert devant elle. Elle contacta un informateur au sein du commissariat, un ancien collègue de Moreau qui avait quitté la police après un désaccord. « Pierre, murmura-t-elle au téléphone, j'ai besoin de tout ce que tu as sur Philippe Moreau. Plainte, rapport, tout. » À l'autre bout du fil, une voix hésitante répondit. « Sophie, c'est dangereux, mais je t'envoie ce que j'ai. Fais attention. » Quelques minutes plus tard, un courriel arriva, contenant des documents qui firent battre le cœur de Sophie plus vite. Des plaintes pour usage excessif de la force, des accusations de partialité raciale, toutes étouffées par la hiérarchie. Sophie sourit, un éclat déterminé dans les yeux.
Tu vas tomber, Moreau, murmura-t-elle en refermant son ordinateur. Pendant ce temps, Camille rentra dans son petit appartement à Belleville, un quartier vibrant mais modeste de Paris. Les murs étaient ornés de quelques souvenirs, une médaille encadrée, une photo d'elle en uniforme de la Marine nationale aux côtés de son mentor, le commandant Henri Duval, et un drapeau français plié avec soin dans une vitrine. Elle posa son sac, ôta son blazer et s'assit sur le canapé, les yeux perdus dans le vague. Elle savait que le lendemain serait décisif. Antoine arriverait bientôt et elle lui révélerait tout, pas seulement son passé, mais la raison pour laquelle cette affaire était plus qu'une simple accusation personnelle. C'était une guerre contre un système qui tolérait des hommes comme Moreau, qui fermait les yeux sur l'injustice au nom de l'ordre. Camille ferma les yeux, laissant les souvenirs de ses missions dans des zones de guerre remonter à la surface. Elle avait survécu à des batailles bien plus dangereuses. Ce tribunal n'était qu'un champ de bataille différent, mais les règles restaient les mêmes. Observer, analyser, frapper au bon moment. La nuit tombait sur Paris, et les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles captives. Dans l'ombre, les pièces du puzzle se mettaient en place. Sophie Martin poursuivait son enquête, déterminée à exposer la vérité. Antoine, nerveux mais résolu, se préparait à entendre les révélations de sa cliente. Et Camille, forte de son passé et de sa conviction, se tenait prête à renverser l'accusation de Moreau, non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui avaient été réduits au silence par un système défaillant. Le tribunal rouvrirait ses portes au matin, et avec elle, la vérité commencerait à éclater, comme une lumière perçant les ténèbres. Le crépuscule enveloppait Paris d'un voile orangé, ses rayons caressant les toits d'ardoise et les pavés humides des rues de Belleville. Dans son appartement modeste, Camille Dubois se tenait debout près de la fenêtre, son regard perdu dans les lueurs vacillantes de la ville. Le poids de la journée au tribunal pesait encore sur ses épaules, mais sa posture restait droite, inébranlable, comme si des années de discipline militaire l'avaient forgée en une statue de résilience. Ce soir-là, elle attendait Antoine Lefebvre, son jeune avocat, à qui elle avait promis des réponses. La vérité qu'elle portait en elle, soigneusement gardée jusqu'à cet instant, allait bientôt se dévoiler, non seulement pour sauver son honneur, mais pour ébranler les fondations d'un système qui tolérait des abus comme ceux de l'officier Philippe Moreau. Camille savait que ce combat n'était pas seulement le sien, c'était celui de tous ceux qui, comme elle, avaient été jugés avant même d'être entendus. Alors que les premières étoiles percèrent le ciel, un coup discret à la porte annonça l'arrivée d'Antoine. Ce dernier entra, son visage marqué par une tension visible, son attaché-case serré contre lui comme un bouclier. « Camille, dit-il d'une voix basse mais pressante, il faut que vous me disiez tout, ce que vous avez laissé entendre au tribunal. C'est plus grand que ce que je pensais, n'est-ce pas? » Camille esquissa un sourire énigmatique, invitant Antoine à s'asseoir. « Asseyez-vous, Antoine. Ce soir, vous allez comprendre qui je suis et pourquoi cette affaire est bien plus qu'une simple accusation. » L'appartement de Camille, niché au cœur de Belleville, était un havre de simplicité. Les murs, peints d'un blanc légèrement jauni par le temps, portaient quelques traces de son passé. Une médaille de la Marine nationale encadrée, une photographie en noir et blanc d'elle en uniforme aux côtés de son mentor, le commandant Henri Duval, et un drapeau tricolore plié avec soin dans une vitrine en bois. Une bibliothèque modeste, remplie de livres sur la stratégie militaire, l'histoire française et la philosophie, témoignait de son esprit aiguisé. Camille s'assit en face d'Antoine, posant sur la table basse un dossier relié de cuir usé, ses bords légèrement effilochés par les années. « Voici mon dossier de service, » dit-elle simplement, sa voix posée mais empreinte d'une gravité qui fit frissonner Antoine. « Tout ce que vous devez savoir sur moi est là-dedans. » Antoine ouvrit le dossier avec précaution, ses doigts effleurant les pages jaunies. À mesure qu'il parcourait les documents, certificats de formation, citations pour bravoure, rapports de mission confidentiels, ses yeux s'écarquillèrent. « Commandante Camille Dubois, force spéciale de la Marine nationale, 20 ans de service. » murmura-t-il, levant les yeux vers elle, incrédule. « Vous êtes une ancienne commando marine ?» Camille hocha la tête, un éclat de fierté traversant son regard. « Retraitée, précisa-t-elle.
J'ai servi dans des zones de conflit où chaque décision pouvait coûter des vies. J'ai dirigé des équipes dans des missions où la moindre erreur signifiait l'échec. Et pourtant, Antoine, c'est ici, dans mon propre pays, que je me retrouve à devoir me défendre contre un homme qui pense que sa plaque lui donne le droit de mentir. Antoine referma le dossier, son esprit bouillonnant de questions. « Pourquoi ne m'avez-vous rien dit avant? Cela change tout, Camille. Si le tribunal savait qui vous êtes, il ne douterait jamais de votre parole. » Camille se pencha légèrement en avant, son regard perçant. « Ce n'est pas seulement une question de ma parole contre la sienne. C'est une question de système. Moreau représente quelque chose de plus grand. Une culture qui protège les abus de pouvoir, qui ferme les yeux sur l'injustice. Si je révèle tout maintenant, sans stratégie, ils ne verront qu'une femme qui se vante de ses médailles. Nous devons montrer que la vérité est plus forte que ses mensonges, et cela demande du temps. » Antoine passa une main dans ses cheveux, son anxiété palpable. Mais comment? Moreau est convaincu que le système est de son côté. Et il a raison, Camille. Les plaintes contre lui ont toujours été étouffées. Camille esquissa un sourire. « Pas cette fois. J'ai des alliés, Antoine, et l'un d'eux est déjà en train de creuser. » À cet instant, à quelques kilomètres de là, Sophie Martin, la journaliste du Le Figaro, était assise dans un café de Montmartre, son ordinateur portable ouvert devant une tasse de café noir. Les lumières tamisées du café contrastaient avec l'intensité de son regard alors qu'elle parcourait les documents envoyés par son informateur, Pierre, un ancien policier reconverti en employé de mairie. Les fichiers révélaient un passé trouble de Philippe Moreau. Des plaintes pour usage excessif de la force, des accusations de partialité raciale, des rapports disciplinaires mystérieusement disparus des archives officielles. Sophie tapa frénétiquement sur son clavier, rédigeant les premières lignes d'un article qui promettait de faire trembler le commissariat. Mais elle savait qu'il lui manquait encore une pièce essentielle, une preuve tangible de l'incident impliquant Camille. Elle envoya un message à un contact dans le quartier de la rue Marcadet, un jeune vidéaste amateur nommé Karim, connu pour filmer les interactions policières dans le 18e arrondissement. « Karim, » écrivit-elle, « as-tu quoi que ce soit sur une arrestation près de Marcadet, il y a quelques jours, une femme noire menottée par un officier blond ?» La réponse arriva presque immédiatement. « J'ai peut-être quelque chose. Je vérifie et je t'envoie. » Sophie ferma son ordinateur, un sourire déterminé aux lèvres. Elle sentait qu'elle était sur le point de faire éclater une vérité que le système voulait garder enfouie. Pendant ce temps, dans l'appartement de Camille, un autre visiteur inattendu frappa à la porte. Camille se leva, échangeant un regard prudent avec Antoine avant d'ouvrir. Devant elle se tenait Jacques Lemoine, un homme d'une cinquantaine d'années, les cheveux grisonnants et le visage marqué par des années de service militaire. Jacques était un ancien camarade de Camille, un frère d'armes qui avait servi à ses côtés dans des missions à haut risque en Afrique et au Moyen-Orient. « Camille, » dit-il d'une voix rauque, « j'ai entendu parler de ton affaire. Je ne pouvais pas rester les bras croisés. » Camille l'invita à entrer, un sourire rare éclairant son visage. « Jacques, tu n'as pas changé. Toujours à surgir quand on a besoin de toi. » Antoine, intrigué, observa l'échange. Jacques s'assit, posant un vieux carnet sur la table. « J'ai gardé des contacts dans la police, » expliqua-t-il. « Moreau n'est pas un inconnu. Il a une réputation dans certains cercles. Un homme qui aime le pouvoir, qui cible ceux qu'il pense faibles. J'ai entendu parler d'autres cas, des gens comme toi, arrêtés sans raison, accusés pour couvrir ses abus. » Camille hocha la tête, son regard s'assombrissant. « Je ne suis pas surprise. Mais cette fois, il est allé trop loin. » Jacques feuilleta son carnet, révélant des notes griffonnées sur d'autres incidents impliquant Moreau. « Il y a une femme, Aïssa, arrêtée l'année dernière pour des accusations similaires. Elle a fini par abandonner sa plainte, intimidée par le commissariat. Et un jeune homme, Malik, qui a été tabassé lors d'une interpellation. Les plaintes disparaissent, Camille, mais les victimes, elles, se souviennent. » Antoine, écoutant attentivement, sentit une colère monter en lui. « Pourquoi personne n'a rien fait ?» demanda-t-il, sa voix tremblante d'indignation. Camille répondit, son ton ferme mais mesuré. « Parce que le système protège les siens, Antoine.
Mais nous allons changer cela. Demain, au tribunal, nous allons commencer à fissurer ce mur. Jacques hocha la tête, un éclat de détermination dans les yeux. Si tu as besoin de moi pour témoigner, je suis là. J'ai vu ce que des hommes comme Moreau peuvent faire quand ils pensent être intouchables. La conversation se prolongea tard dans la nuit, les trois alliés élaborant une stratégie. Camille insista sur l'importance de ne pas seulement exposer Moreau, mais de montrer ce qu'il représentait, une culture d'impunité qui permettait à des officiers de mentir sous serment, de brutaliser sans conséquence. Antoine, encore secoué par les révélations sur le passé de Camille, prit des notes frénétiques, son anxiété se transformant peu à peu en détermination. « Nous devons utiliser votre passé, Camille, dit-il, pas seulement pour vous défendre, mais pour montrer au jury que vous êtes une femme d'honneur, quelqu'un qui a risqué sa vie pour la France. » Camille acquiesça, mais ajouta « Ce n'est pas seulement mon honneur qui est en jeu, c'est celui de tous ceux qui ont été réduits au silence. Nous devons leur donner une voix. » Alors que minuit approchait, un message de Sophie Martin illumina l'écran du téléphone de Camille. « J'ai la vidéo, écrivait-elle. Un passant a filmé l'arrestation. Ça change tout. Rendez-vous demain matin avant l'audience. » Camille montra le message à Antoine et Jacques, un éclat de triomphe dans les yeux. « Voilà notre arme, dit-elle. Moreau a menti et cette vidéo va le prouver. » Jacques posa une main sur son épaule, un geste fraternel. « Tu as toujours su choisir le bon moment pour frapper Camille. Demain, il ne saura pas ce qui l'aura touché. » Antoine, épuisé mais galvanisé, rangea ses notes. « D'accord. Demain, nous montrons au tribunal qui vous êtes vraiment. Et nous montrons à Moreau qu'il a choisi la mauvaise cible. » Le lendemain matin, le palais de justice bourdonnait d'une énergie nouvelle. La nouvelle de l'affaire s'était répandue dans les cercles médiatiques, et des journalistes de Libération et de France Info s'étaient joints à Sophie dans la foule qui se pressait devant l'entrée. Camille arriva, vêtue d'un tailleur gris anthracite, ses cheveux tressés avec soin, son regard aussi acéré qu'une lame. Antoine marchait à ses côtés, tenant son attaché-case avec une assurance qu'il n'avait pas la veille. Sophie les intercepta dans le couloir, un sourire discret sur les lèvres. « Voici la vidéo », murmura-t-elle en tendant une clé USB à Antoine. Karim l'a filmée depuis sa fenêtre. Ce n'est pas parfait, mais c'est suffisant pour montrer que Moreau a menti. Antoine serra la clé dans sa main, son cœur battant à tout rompre. « Merci Sophie, vous ne savez pas ce que ça signifie. » Sophie haussa les épaules. « Oh, je le sais, et ce n'est que le début. Mon article sortira demain et il va secouer le commissariat. » Dans la salle d'audience, le juge Laroche prit place, son regard scrutant la foule avec une autorité tranquille. Philippe Moreau, assis à la table de l'accusation, semblait moins assuré qu'hier. Ses doigts tapotaient nerveusement le bord de la table, et ses collègues, alignés au fond de la salle, échangeaient des regards incertains. Le procureur Blanchard se leva, son ton plus mesuré qu'auparavant. « Monsieur le Président, nous souhaitons réinterroger l'officier Moreau pour clarifier certains points de son témoignage. » Le juge hocha la tête, mais son regard se posa sur Camille, comme s'il sentait que la dynamique de l'audience était sur le point de basculer. Moreau remonta à la barre, son uniforme toujours impeccable mais son visage marqué par une tension croissante. « Officier Moreau, » commença Blanchard, « vous maintenez que la défendresse a été agressive et a tenté de saisir votre arme? » Moreau acquiesça, mais sa voix manquait de conviction. « Oui, c'est exact. Elle a défié mon autorité et a fait un mouvement brusque. » Antoine se leva, la clé USB dans sa poche comme une arme chargée. « Monsieur le Président, dit-il, sa voix claire et assurée, la défense souhaite présenter une nouvelle preuve. Une vidéo, enregistrée par un témoin, qui contredit directement le témoignage de l'officier Moreau. » Un murmure parcourut la salle, et Blanchard bondit sur ses pieds. « Objection! Cette preuve n'a pas été soumise au préalable. » Le juge Laroche leva une main, son ton sec. « Asseyez-vous, monsieur Blanchard. Si la défense a une preuve, nous la verrons. »
Le greffier inséra la clé USB dans le système audiovisuel et l'écran mural s'alluma. La salle entière retint son souffle alors que la vidéo, tremblante mais claire, montrait Camille debout sur le trottoir, calme, son téléphone à la main. La voix de Moreau, dure et autoritaire, résonna. « Ne rend pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. » Puis, on le vit saisir le bras de Camille, la pousser violemment contre la voiture de patrouille. « Les femmes comme toi doivent apprendre à obéir », lança-t-il, ces mots cinglants capturés par le micro du téléphone. Un silence choqué envahit la salle, suivi d'un tumulte de murmures et de cris étouffés. Le juge frappa son marteau à plusieurs reprises, son visage rougissant de colère. « Silence !» ordonna-t-il. Moreau, à la barre, blêmit, ses mains tremblant visiblement. Antoine se tourna vers le jury, sa voix vibrante de conviction. « Mesdames et messieurs, ce que vous venez de voir n'est pas l'histoire d'une femme agressive défiant l'autorité. C'est l'histoire d'un officier qui a abusé de son pouvoir, qui a menti pour couvrir ses actions. » Blanchard tenta de reprendre la parole, mais le juge l'interrompit. « Nous ferons une pause. La cour reprendra dans 1 heure. » Alors que la salle se vidait, Camille échangea un regard avec Antoine, un éclat de triomphe dans les yeux. « C'est le début, » murmura-t-elle. « Maintenant, nous allons le faire tomber. » Dehors, Sophie Martin tapa frénétiquement sur son téléphone, envoyant les premières lignes de son article à son rédacteur en chef. Jacques, qui avait suivi l'audience depuis le fond de la salle, rejoignit Camille et Antoine dans le couloir. « Tu avais raison, dit-il à Camille. Il commence à craquer. Mais il va se battre. Les hommes comme lui ne s'avouent jamais vaincus facilement. » Camille hocha la tête, son regard fixé sur l'horizon parisien. « Qu'il se batte, Jacques. J'ai affronté pire que lui. Et demain, il verra de quoi je suis capable. » La nuit tombait sur Paris, mais pour Camille, Antoine, Sophie et Jacques, la lumière de la vérité commençait à percer les ténèbres. Le combat était loin d'être terminé, mais ils étaient prêts à le mener jusqu'au bout. Les premières lueurs de l'aube baignaient le palais de justice de Paris d'une lumière pâle, presque solennelle, alors que la foule se pressait déjà sur les marches de l'imposant bâtiment. Les murmures des spectateurs, mêlés aux cliquetis des appareils photo des journalistes, emplissaient l'air d'une tension électrique. L'affaire de Camille Dubois contre l'officier Philippe Moreau avait enflammé les esprits, devenant bien plus qu'un simple procès. Un symbole de résistance face à l'injustice institutionnelle. À l'intérieur de la salle d'audience, les lustres dorés diffusaient une lumière froide sur les bancs de bois cirés, où les spectateurs s'entassaient, impatients de voir l'issue de ce drame judiciaire. Camille, vêtue d'un tailleur noir impeccablement coupé, se tenait à la table de la défense, son regard aussi acéré qu'une lame, scrutant chaque visage dans la salle. À ses côtés, Antoine Lefebvre, son avocat, ajustait nerveusement ses notes, mais une lueur de détermination brillait dans ses yeux. La vidéo présentée la veille avait ébranlé le témoignage de Moreau, et aujourd'hui, Camille était prête à porter le coup final. Au fond de la salle, Sophie Martin, la journaliste du Le Figaro, griffonnait dans son carnet, son article déjà prêt à faire trembler le commissariat. Jacques Lemoine, l'ancien camarade de Camille, était là aussi, son visage marqué par les années de combat, mais illuminé par une foi inébranlable en son ami. Alors que le juge Étienne Laroche entrait, sa robe noire flottant comme une ombre, la salle entière retint son souffle. Aujourd'hui, la vérité allait éclater, et avec elle, une justice longtemps étouffée. Le marteau du juge frappa, imposant le silence. « La cour est ouverte », déclara le greffier d'une voix forte. Les regards convergèrent vers Camille, dont la présence semblait dominer la pièce, non par arrogance, mais par une force tranquille forgée dans les épreuves. Le procureur, Victor Blanchard, s'éleva, son costume gris impeccablement taillé ne parvenant pas à masquer la tension qui crispait ses traits. La veille, la vidéo d'un témoin avait mis à mal la crédibilité de Moreau, et Blanchard savait que son dossier s'effritait. « Monsieur le Président, commença-t-il, sa voix moins assurée qu'auparavant, l'accusation souhaite clarifier certains points du témoignage de l'officier Moreau avant de passer à l'interrogatoire de la défenderesse. » Le juge Laroche, ses lunettes glissant légèrement sur son nez, hocha la tête. « Très bien, monsieur Blanchard, mais je vous préviens, la Cour attend des réponses claires. » Philippe Moreau,
assis à la table de l'accusation, semblait avoir perdu l'arrogance qui l'avait caractérisé au début du procès. Ses mains tremblaient légèrement, et ses collègues, alignés au fond de la salle, évitaient son regard, leurs uniformes impeccables contrastant avec leur malaise grandissant. Moreau remonta à la barre, son pas moins assuré, son uniforme paraissant soudain trop grand pour lui. Blanchard s'approcha, son ton mesuré mais teinté d'une urgence mal dissimulée. « Officier Moreau, vous avez vu la vidéo présentée hier par la défense. Pouvez-vous expliquer pourquoi elle semble contredire votre version des faits? » Moreau déglutit, ses yeux fuyant ceux du procureur. « La vidéo, elle est incomplète, bégaya-t-il. Elle ne montre pas tout ce qui s'est passé avant. La défendresse était provocante, elle a défié mon autorité. » Un murmure parcourut la salle, et Sophie Martin, au troisième rang, nota rapidement. « Il s'enfonce. » Antoine se leva, un sourire discret aux lèvres. « Monsieur le Président, la défense souhaite appeler Madame Camille Dubois à la barre. » Le juge acquiesça, et un silence lourd s'installa alors que Camille se levait, ses mouvements fluides et précis, comme ceux d'une soldate prête au combat. Lorsqu'elle s'assit à la barre, ajustant le micro avec une précision militaire, la salle entière sembla suspendue à ses lèvres. Antoine s'approcha, sa voix ferme mais respectueuse. « Madame Dubois, vous avez entendu les accusations portées contre vous. Résistance à l'arrestation, agression sur un officier, tentative de saisie d'une arme. Sont-elles vraies? » Camille fixa Antoine, puis tourna son regard vers le jury, ses yeux sombres brillant d'une intensité qui fit frissonner l'assemblée. « Non, » répondit-elle, sa voix claire et puissante résonnant dans la salle. « Ces accusations sont des fabrications. Ce qui s'est passé ce soir-là n'était pas une résistance de ma part, mais un abus de pouvoir de la part de l'officier Moreau. » Le procureur Blanchard bondit. « Objection, ce sont des allégations graves sans fondement. » Le juge Laroche leva une main. « Rejeté. Laissez la défendresse parler. » Camille poursuivit, imperturbable. « Ce soir-là, je rentrais chez moi après avoir rendu visite à une amie. Je me suis arrêté sur le trottoir de la rue Marcadet pour consulter mon téléphone. L'officier Moreau m'a abordé, braquant sa lampe torche sur mon visage, et m'a demandé ce que je faisais là. J'ai répondu calmement, mais lorsqu'il a exigé mes papiers, j'ai demandé pourquoi. Ce n'était pas un défi, mais une question légitime. Il n'a pas aimé cela. » La salle était suspendue à ces paroles, chaque mot pesant comme une pierre dans l'édifice fragile du récit de Moreau. « Il m'a saisi par le bras, » continua Camille. « Et quand j'ai demandé qu'il me lâche, il m'a poussé contre sa voiture de patrouille. Il m'a menotté, prétendant que j'avais tenté de prendre son arme. Ce n'était pas vrai. »« Maman !» Elle marqua une pause, laissant ses mots résonner, puis ajouta, sa voix prenant une note plus grave. Il a dit, et je cite, « Les femmes comme toi doivent apprendre à obéir. » Un hoquet collectif parcourut la salle, suivi d'un tumulte de murmures. Le juge frappa son marteau, son visage rougissant. Silence. Ordonna-t-il. Sophie Martin, dans la foule, écrivait à toute vitesse, ses yeux brillants d'excitation. Elle savait que son article, prévu pour le lendemain, allait provoquer une tempête. Antoine s'avança, sa voix vibrante de conviction. « Madame Dubois, le procureur a tenté de vous dépeindre comme une civile ordinaire, violente sans raison. Mais il y a plus dans votre histoire, n'est-ce pas? » Camille hocha la tête, son regard s'adoucissant légèrement, mais restant résolu. « Oui, maître Lefebvre, il y a beaucoup plus. » Elle se redressa, sa voix prenant une puissance nouvelle. « Je suis la commandante Camille Dubois, retraitée des forces spéciales de la Marine nationale française. Pendant 20 ans, j'ai servi mon pays dans des zones de guerre, dirigé des missions où chaque décision pouvait coûter des vies. J'ai été formé à garder mon calme sous pression, à analyser les menaces, à protéger sans recours à la violence inutile. Ce soir-là, face à l'officier Moreau, j'ai utilisé cette formation pour rester calme, pour ne pas répondre à son agressivité par la mienne. » Un silence stupéfait envahit la salle.
Même le juge Laroche, habituellement impassible, sembla momentanément déstabilisé, ses lunettes glissant sur son nez. Les jurés échangèrent des regards, leurs expressions passant du scepticisme à l'admiration. Moreau, à la table de l'accusation, pâlit, ses mains crispées sur les accoudoirs de sa chaise. Antoine poursuivit, sa voix montant en intensité. « Madame Dubois, en tant que commando marine, avez-vous jamais menacé l'officier Moreau ou tenté de saisir son arme ?» Camille secoua la tête, son regard fixé sur le jury. « Non, je n'avais aucune raison de le menacer. Il n'était pas une menace pour ma sécurité, mais pour ma dignité, et je refuse de laisser quiconque me la voler. » Un frisson parcourut la salle, et plusieurs spectateurs applaudirent spontanément, malgré les coups de marteau du juge. « Silence !» cria Laroche, mais une lueur de respect brillait dans ses yeux lorsqu'il regardait Camille. Blanchard, sentant le vent tourner, tenta une contre-attaque. « Madame Dubois, lança-t-il, sa voix teintée de sarcasme, vous êtes une femme impressionnante, mais cela ne change pas les faits. L'officier Moreau, un homme décoré, affirme que vous avez résisté. Votre passé militaire ne vous donne pas le droit de défier l'autorité. » Camille le fixa, son regard aussi tranchant qu'une lame. « Monsieur le procureur, je n'ai pas défié l'autorité, j'ai questionné un abus, et si mon passé militaire ne me donne pas de droits supplémentaires, il me donne une chose, la discipline pour reconnaître un mensonge quand je l'entends. » La salle éclata en murmures, et Blanchard, déstabilisé, retourna à sa place sans répondre. Antoine se tourna vers le jury, sa voix vibrante de passion. « Mesdames et messieurs, vous avez entendu l'officier Moreau, un homme qui a menti sous serment pour couvrir ses actions. Et vous avez entendu Camille Dubois, une héroïne française qui a risqué sa vie pour protéger les libertés que nous chérissons tous. La question n'est pas de savoir qui croire, mais de savoir si nous tolérerons un système qui permet à des hommes comme Moreau d'agir en toute impunité. » Il marqua une pause, laissant ses mots s'imprégner, puis ajouta « Vous avez le pouvoir de dire non à cette injustice. Utilisez-le. » Lorsqu'il regagna sa place, la salle était silencieuse, le poids de ses paroles pesant sur chaque cœur. Le juge Laroche se racla la gorge, son regard passant de Camille à Moreau, puis au jury. « La défense a-t-elle autre chose à présenter ?» demanda-t-il. Antoine se leva, tenant un dossier. « Oui, Monsieur le Président. Nous souhaitons soumettre le dossier de service de Madame Dubois, ainsi que des preuves supplémentaires concernant le passé de l'officier Moreau. » Il tendit une liasse de documents au greffier, qui les transmit au juge. Les pages révélaient non seulement les états de service impeccables de Camille, mais aussi une série de plaintes contre Moreau. Usage excessif de la force, accusations de partialité raciale, toutes étouffées par le commissariat. Sophie Martin, dans la foule, sourit discrètement. Ses propres recherches avaient contribué à ce dossier grâce aux informations fournies par Pierre, son contact. Le juge parcourut les documents, son expression s'assombrissant. « Monsieur Blanchard, dit-il, la Cour souhaite entendre vos commentaires sur ces nouvelles preuves. » Le procureur, visiblement ébranlé, bredouilla une réponse vague sur la nécessité de vérifier l'authenticité des documents. Mais l'élan était perdu. Moreau, à la barre, semblait se ratatiner sous le poids des regards. Ses collègues, au fond de la salle, évitaient désormais tout contact visuel avec lui, leur loyauté vacillant face à l'évidence de ses mensonges. Jacques Lemoine, assis près de Sophie, murmura « Il est fini. Camille l'a brisé. » Sophie hocha la tête, son stylo prêt à capturer chaque détail pour son article qui promettait de secouer les fondations du système policier parisien. Le juge ordonna une courte pause avant les plaidoiries finales et la salle se vida dans un brouhaha de conversations animées. Camille resta assise, son calme contrastant avec l'agitation autour d'elle. Antoine, à ses côtés, murmura « Vous avez été incroyable. Le jury est avec nous. » Camille esquissa un sourire. « Ce n'est pas encore fini, Antoine, mais nous sommes proches. » Sophie s'approcha, son carnet à la main. « Camille, mon article sort ce soir. Il expose tout,
Les plaintes contre Moreau, les témoignages d'autres victimes, vous avez allumé une étincelle. Camille hocha la tête. Merci, Sophie. Mais ce n'est pas seulement mon combat, c'est le leur aussi. Elle désigna la foule dehors, où des habitants du 18e arrondissement s'étaient rassemblés, brandissant des pancartes réclamant justice. Lorsque la cour reprit, Blanchard se leva pour sa plaidoirie finale, sa voix manquant de l'assurance habituelle. « Mesdames et messieurs les jurés, commença-t-il, ce procès est complexe. L'officier Moreau a peut-être commis des erreurs, mais il agissait dans le cadre de ses fonctions. La défendresse, malgré son passé impressionnant, a défié l'autorité, créant une situation volatile. Je vous demande de vous concentrer sur les faits, et non sur les émotions. » Ces mots sonnaient creux, et il regagna sa place, conscient que son dossier s'effondrait. Antoine se leva à son tour, sa voix claire et puissante. « Mesdames et messieurs, ce procès n'est pas complexe, il est simple. Camille Dubois, une héroïne française, a été ciblée, humiliée et accusée à tort par un homme qui a abusé de son pouvoir. Vous avez vu la vidéo, entendu son témoignage, lu les plaintes contre l'officier Moreau. Ce n'est pas seulement l'histoire de Camille, mais celle de tous ceux qui ont été réduits au silence par un système défaillant. Aujourd'hui, vous pouvez changer cela. Vous pouvez dire que la justice n'est pas un vain mot, mais un principe vivant. » Lorsqu'il se rassit, un silence respectueux enveloppa la salle, rompu seulement par quelques applaudissements spontanés. Le juge Laroche donna ses instructions au jury, qui se retira pour délibérer. Les heures qui suivirent semblèrent interminables. Camille et Antoine attendaient dans un couloir du palais de justice, entourés par Sophie et Jacques. « Pensez-vous qu'ils verront la vérité ?» demanda Antoine, brisant le silence. Camille le regarda, son expression calme mais résolue. « Ils n'ont pas besoin de la voir, Antoine. Ils doivent la ressentir, et la vérité a une manière de s'imposer. » Jacques posa une main sur son épaule. « Tu as toujours su inspirer les autres, Camille. Aujourd'hui ne fais pas exception. » Enfin, le greffier apparut. Le jury a rendu son verdict. La salle se remplit à nouveau, l'air chargé d'une tension presque insupportable. Camille se tenait droite à la table de la défense, son visage impassible. Moreau, de l'autre côté, semblait au bord de l'effondrement, ses mains tremblant visiblement. La présidente du jury, une femme d'une quarantaine d'années aux yeux graves, se leva. « Dans l'affaire de l'État contre Camille Dubois, nous déclarons la défendresse non coupable de toutes les charges. » Un cri de joie étouffé parcourut la salle, suivi d'applaudissements que le juge ne tenta même pas de réprimer. La présidente poursuivit. « De plus, nous recommandons vivement une enquête approfondie sur la conduite de l'officier Philippe Moreau. » Le juge Laroche hocha la tête, son ton grave. « La Cour prendra cette recommandation en considération. Officier Moreau, je vous suggère de consulter un avocat. Cette affaire est loin d'être terminée. » Dehors, sous les arcades du palais de justice, une foule s'était rassemblée, scandant le nom de Camille. Les caméras des médias braquaient leurs objectifs sur elle, alors qu'elle descendait les marches, son pas assuré. Sophie, à ses côtés, murmura. « Mon article est en ligne. Il cite Aïssa, Malik et d'autres victimes de Moreau. Le commissariat ne pourra pas l'ignorer. » Camille hocha la tête, puis s'arrêta pour s'adresser à la foule. « Cette victoire n'est pas seulement la mienne, » déclara-t-elle, sa voix forte et claire. « C'est celle de tous ceux qui ont été réduits au silence, de tous ceux qui ont cru que la justice était hors de portée. Je n'ai pas combattu seul, et je ne cesserai pas de me battre pour vous. » La foule éclata en applaudissements, et des pancartes s'élevèrent, portant des slogans comme « Justice pour tous » et « La vérité triomphe ». Quelques mois plus tard, Philippe Moreau fut démis de ses fonctions et inculpé pour parjure et abus de pouvoir. L'enquête déclenchée par le verdict et l'article de Sophie révéla d'autres cas similaires, secouant le système policier parisien. Camille retourna à sa vie discrète à Belleville, mais son nom devint un symbole de résilience. Invitée à parler lors de conférences et de manifestations, elle inspira d'autres à se dresser contre l'injustice. Jacques, fidèle à sa promesse, l'accompagna dans ce nouveau combat, tandis que Sophie continua à écrire, ses articles devenant des armes contre l'impunité.
Antoine, désormais plus confiant, prit en charge d'autres affaires similaires, guidé par l'exemple de Camille. Alors que le soleil se couchait sur Paris, Camille se tenait sur son balcon, regardant les lumières de la ville scintiller comme des étoiles. Elle avait quitté les champs de bataille physique des années auparavant, mais elle savait que son combat pour la justice ne s'arrêterait jamais. Car pour elle, la justice n'était pas seulement un verdict, mais une manière de vivre. Et dans ce combat, la vérité, comme toujours, avait triomphé. L'histoire de Camille Dubois, une ancienne commandante des forces spéciales de la Marine nationale française, est bien plus qu'un simple récit judiciaire. Elle est une ode à la résilience, à la vérité et à hacher la justice dans un monde où l'injustice peut parfois sembler inéluctable. En tant que Français, nous chérissons les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Mais l'affaire de Camille nous rappelle que ces idéaux ne sont pas toujours respectés, même dans les institutions censées les protéger. Son combat face à l'officier Philippe Moreau, un homme qui a abusé de son pouvoir pour la réduire au silence, incarne une lutte universelle contre les préjugés et l'impunité. Ce qui frappe dans cette histoire, c'est la dignité de Camille, sa capacité à rester calme et stratégique sous une pression immense. Elle ne s'est pas contentée de se défendre, elle a défendu une cause plus grande, celle de tous ceux qui, comme elle, sont jugés avant d'être entendus, souvent à cause de leur apparence ou de leur origine. La première leçon que nous pouvons tirer est celle du courage. Camille, avec son passé de commando marine, aurait pu céder à la colère ou à la violence face à l'injustice de Moreau, mais elle a choisi la voie de la discipline et de la vérité. Cela nous enseigne qu'en France, où l'honneur et la retenue sont des vertus prisées, la force véritable réside dans la maîtrise de soi et dans la persévérance à faire valoir ses droits. Appliquée à notre vie quotidienne, cette leçon nous pousse à ne pas baisser les bras face aux injustices, qu'elles soient grandes ou petites, mais à les affronter avec intelligence et détermination, en s'appuyant sur des preuves et des alliés, comme Camille l'a fait avec Antoine, Sophie et Jacques. La deuxième leçon concerne la puissance de la solidarité. Camille n'a pas gagné seule. Elle a été soutenue par un avocat novice mais déterminé, une journaliste audacieuse et un camarade fidèle. Dans la culture française, où la communauté joue un rôle central, cette histoire nous rappelle que nous sommes plus forts ensemble. Que ce soit dans nos quartiers, nos lieux de travail ou nos cercles familiaux, s'unir pour dénoncer une injustice peut changer le cours des événements. Enfin, l'histoire de Camille nous invite à questionner le système. En France, nous respectons nos institutions, mais elles ne sont pas infaillibles. Comme l'a montré l'enquête déclenchée par le verdict, poser des questions, exiger la transparence, est un acte patriotique qui renforce notre démocratie. Si l'histoire de Camille Dubois vous a inspiré, si vous croyez en la justice et en la vérité, alors agissez. Cliquez sur « J'aime » pour soutenir cette cause, partagez cette vidéo pour amplifier son message et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres récits de courage et de résilience. Laissez un commentaire pour partager vos réflexions. Que vous inspire le combat de Camille? Ensemble, faisons entendre la voix de la justice.